Voilà, vous êtes bien sur Europe 1, sur CNews. Vous venez de suivre en direct l'intervention d'Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes, ainsi que de Éric Eudes, le directeur interdépartemental adjoint de la police nationale. Récit terrible. Vous allez réagir et les uns les autres, puisque Véronique Jacquier est toujours à mes côtés, Joseph Touvenel, Mathieu Hoc, Nathan Dever et Arnaud Klasfeld. On en sait davantage sur ce jeune homme qui a commis un acte terrible. On sait qu'il était donc passionné d'Hitler, on l'avait évoqué. Le procureur l'a rappelé. Chose importante également, c'est un jeune garçon qui était solitaire, plutôt suicidaire, ayant des rapports très forts avec sa mère, qui était, et c'est un élément important, qui était inquiète par l'attitude de son fils, puisque elle l'a fait suivre à 6 reprises par la maison des adolescents de Nantes. Il entretenait d'excellentes relations avec sa maman, des relations un petit peu plus difficiles avec son papa. Fait terrible, la jeune fille qu'il a agressée était visiblement la seule personne avec laquelle il entretenait un dialogue de qualité. Donc, en fait, cette jeune fille n'a pas été choisie par hasard. Elle a été atteinte de 57 coups de couteau. Scène terrible à laquelle a assisté l'ensemble des élèves et l'enseignant de cette classe. Quant aux 3 autres jeunes blessés, c'est donc le hasard. Je vais pas reprendre l'essentiel de la conférence de presse de ce procureur, mais ça nous dit beaucoup de choses, Véronique Jacquier, sur ce jeune homme. Il est encore hospitalisé pour le moment, suivi psychiatrique évidemment, mais ce récit est glaçant. Tout était parfaitement organisé, en fait. Tout était organisé. Ça nous fait prendre conscience de la sauvagerie, en fait, avec laquelle il a agi. Vous imaginez 57 coups de couteau pour la jeune fille sous les yeux de ses camarades dans une salle de classe. Il faut imaginer quand même non seulement le deuil des parents de cette jeune fille, mais aussi tous ses camarades qui ont assisté à une scène absolument insoutenable dans une classe, puis ensuite dans l'autre classe où il y a eu 3 agressions. Donc c'est absolument terrifiant. Moi, ce que je retiens, c'est quand même une maman qui avait décelé le mal-être de son fils et qui a demandé par 6 fois de l'aide de psychiatre pour donc voilà, il y avait quand même un sujet, il y avait quand même une prise en charge. On n'a pas affaire à des parents qui n'ont pas pris en main le destin de leur enfant. En tout cas, du côté de la maman, on voit qu'il y a un père quand même visiblement absent ou avec lequel il y a une relation conflictuelle. Plus difficile. Voilà, donc il y a peut-être aussi quand même un sujet familial avec ce manque paternel, parce que le père par essence est là pour faire grandir, pour faire croître et pour juguler la violence. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de père, donc il n'y a pas de repère, donc il y a peut-être quand même un sujet. Et puis l'autre sujet, me semble-t-il, c'est quand même la facilité avec laquelle on achète un couteau quand on est mineur sur Internet. C'est absolument terrifiant, puisqu'il a acheté une lame de 20 cm sur Internet. Sur Internet, ouais. Voilà. Non, enfin bon, donc il y a quand même, je pense, un sujet pour nos gouvernants. Et enfin, évidemment, la dernière chose, le message véhiculé par cette fascination pour Hitler, au-delà, évidemment, de cette fascination pour l'horreur et le mal absolu, il y a quand même aussi une fascination pour le vide, pour le nihilisme qui est véhiculé par notre société, de par le message qu'il a laissé, n'oublions pas. Arnaud Klasfeld, en tant qu'avocat, quel regard portez-vous sur cette affaire dramatique avec ce récit qui fait froid dans le dos, et on se met à la place de ces jeunes qui ont assisté à la scène, du personnel enseignant. Surtout pour les parents de cette jeune fille. Vous imaginez, c'est la seule personne avec laquelle il avait un véritable dialogue. C'est incroyable. C'est le genre de tragédie qui, malheureusement, ne peut pas être évité, sauf peut-être à mettre plus de moyens sur la santé des jeunes, mais même... On a repéré, qu'il était un jeune avec des difficultés, ça l'a pas empêché. Donc le ministre de l'Intérieur a tort de dire que c'est un fait de société, puisque ce n'arrive pas régulièrement, ce genre de tragédie où dans le cadre d'une école, un déséquilibré tue la seule amie d'ailleurs qu'il avait. Ce qui est un fait de société, en revanche, c'est la multiplication des attaques au couteau aux abords des lycées et les attaques au couteau des islamistes. Les attaques au couteau des islamistes
c'est parfois aux renseignements généraux de faire le travail quand ils le peuvent et quand ce n'est pas un déséquilibré islamiste qui commet ce crime terroriste. Et pour les rixes entre les bandes avec un couteau, là, il y a quelque chose qui peut être fait, puisque il y a un article du Code pénal qui punit de 1 an d'emprisonnement celui qui transporte ou qui porte un couteau sur lui, 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc, si on veut empêcher, non pas ça, parce que ça peut pas être empêché, mais au moins les disputes, les rixes entre jeunes où on sort un couteau régulièrement, alors le ministère de la Justice peut faire passer une circulaire au procureur de systématiquement demander que le jeune qui est pris avec un couteau sur lui soit condamné à 1 an de prison et à 15 000 euros d'amende sur une certaine période pour, disons, envoyer un message. Et si c'est un jeune qui est un apprenti cuisinier, il y a de la jurisprudence qui dit que s'il y a un motif légitime pour transporter un couteau, alors il n'y a pas de condamnation. Bon, et si on veut empêcher, en tous les cas, les rixes, ça peut être fait. Mais pour ce genre de tragédie, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de solution. Il y a sur 11 millions ou 15 millions d'élèves, il y a toujours des jeunes qui sont déséquilibrés et ça n'arrive pas régulièrement. Ça arrive régulièrement aux États-Unis, mais en France, ça n'arrive pas régulièrement. Véronique Jacquet, je termine le tour de table également. Véronique Jacquet, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de mobile non plus, ce que disait le procureur. On n'a aucun mobile au moment où on se parle. Il n'y a pas de mobile, mais quand vous avez comme ça un adolescent à la dérive avec un mal-être aussi absolu, parfois, non, il n'y a pas de mobile, voilà. Mais pour compléter ce que dit Arnaud, oui, bien sûr, c'est peut-être pas un fait de société. Mais en revanche, il y a quelque chose qui relève du sociétal, c'est la prise en charge de ce jeune garçon sur le plan psychiatrique et sur le plan psychologique. Parce qu'on voit que malgré les efforts de la maman, la prise en charge n'est pas satisfaisante. Alors, ce n'est peut-être pas la... Non, mais il y a eu 6 rendez-vous en plus. Non, mais d'accord, mais ce n'est peut-être pas la faute des psychologues, quoique. Mais c'est que concrètement, sur la ville de Nantes, comme dans toutes les villes de France, et je peux en parler en tant que mère de famille, je peux en parler avec des mamans qui ont eu affaire à des enfants dépressifs, il est très très compliqué de trouver une prise en charge digne de ce nom. Et donc, il y a vraiment un sujet pour nos politiques sur la prise en charge des adolescents qui vivent des mal-être complètement mortifères qui peuvent aller jusqu'à passer à l'acte pour tuer des gamins. Et ce qui est terrible, Joseph Touvenel, quel regard, parce qu'évidemment, on pourrait penser parfois, on parle de la responsabilité des parents, et la maman était très proche de son fils. Elle était parfaitement en confiance. Était proche, a fait ce qu'elle faisait. Elle a fait ce qu'elle a pu, visiblement. Il avait eu des entretiens avec des éducateurs. Ouais. Les éducateurs, ce ne sont pas des psys. Et peut-être que là, il y a effectivement un effort à faire pour le suivi et l'accompagnement et les soins de ceux qui sont dans cette situation-là. La deuxième chose, c'est sur les couteaux. Moi, je suis d'une génération où on offrait, souvent le père offrait un couteau à son enfant quand il devenait préadolescent. C'est pas pour ça qu'il y avait des morts à tous les coins de la rue. Et donc, le monde a changé, ça ne vous a pas échappé, Joseph Touvenel. Oui, c'est bien l'image d'une montée quand même de la violence, de repères qui sautent. Alors, ça a été dit très bien par Arnaud, effectivement, la folie peut toujours atteindre, mais quand même, il y avait beaucoup plus de couteaux dans les poches des enfants et qu'allaient à l'école dans les années 60, 70 et 80 qu'aujourd'hui. Donc, on a quand même quelque chose. Et puis, dans cette noirceur, dans cette violence, il y a quand même une petite lueur, c'est ce technicien informatique à qui on peut rendre hommage, parce qu'il a sans doute sauvé d'autres vies par son courage. Vous avez raison de le rappeler. Insister quand on est au cœur du mal et qu'on trouve une lueur du bien, faut pas hésiter à mettre ce bien. Et il a pris un risque maximum, et en plus il a pu l'inciter et bloquer l'agresseur dans un sas qui a permis son interpellation par les policiers. Nathan Devers, quel regard portez-vous sur ce récit, ce profil, et ce que vient de nous dire le procureur de la République de Nantes? Alors, le procureur de la République nous a donné beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Il y a au moins plusieurs aspects sur lesquels j'avais envie de réagir. Le premier aspect, c'est l'aspect psychologique, psychiatrique. En effet, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un vrai problème en France dans la prise en charge des gens, et notamment des enfants,
qui peuvent avoir des soucis, des défaillances sur le terrain psychologique ou psychiatrique. On peut chacun raconter sa vie, c'est pas le sujet, mais moi j'ai pu voir une fois des éducateurs, la manière dont les éducateurs pouvaient travailler dans un contexte précis, et j'avais pu, à ma petite échelle, constater des défaillances qui étaient à la fois structurelles et individuelles. Donc là, ça posera question, ce sera la première piste. La deuxième piste, quand même, c'est qu'il y a des zones d'ombre dans ce qu'a dit le procureur, et c'était intéressant parce que les journalistes qui l'interrogeaient dans la conférence de presse lui ont reposé à plusieurs reprises la question du motif, et chaque fois il répétait on ne connaît pas. Nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas, il n'a pas encore beaucoup parlé, ce jeune, donc nous ne savons pas tout. Et la troisième, alors de ce que j'ai cru comprendre quand même, le procureur disait que concernant ce fameux manifeste qui avait été envoyé un quart d'heure avant le passage à l'acte depuis les toilettes de l'établissement, alors le doute subsistait de savoir qui avait écrit ce manifeste. Est-ce que c'est cet individu, ce jeune, qui a écrit lui-même le texte, qui reflète à 100% sa pensée dont il est l'auteur en un sens? Est-ce qu'il a copié-collé des textes qui ont pu l'inspirer à droite à gauche sur Internet ou ailleurs? Est-ce qu'il s'est aidé de l'intelligence artificielle? Tout ça, on le verra. Mais j'aimerais quand même dire une chose. À supposer donc que la piste psychologique, psychiatrique soit la bonne, que cet individu ait un déséquilibre. Si c'est lui qui a écrit ce manifeste, faut pas forcément non plus totalement enlever la dimension idéologique qui a pu être derrière la motivation. Alors la fascination pour Hitler, elle est extrêmement importante et c'est un élément central, mais ce texte en lui-même, il disait quelque chose. Je l'ai lu attentivement, je pense que je ne suis pas le seul autour du plateau. Ah non, on l'a tous lu. Et c'est pas un texte neutre, si vous voulez. Et je crois que quand on est confronté, vous parliez de l'islamisme tout à l'heure, quand on a été confronté parfois à des attentats islamistes avec des individus, des terroristes qui présentaient des profils psy. Certains disaient oui, mais c'est l'œuvre d'un déséquilibré. Non. Si vous voulez, on peut tout à fait, un individu peut avoir des déséquilibres psychologiques, ça n'enlève pas la dimension idéologique du crime. Et je crois que c'est pas un aspect qu'il faudra complètement mettre de côté dans l'interprétation et dans l'analyse de ce qui s'est passé de ce drame. Maintenant, là où je suis d'accord avec Arnaud Klarsfeld, et je conclurai sur ce point, c'est qu'il faut se garder de cette tendance chez les politiques, et M. Retailleau en a été l'incarnation hier, à vouloir sauter, si vous voulez, immédiatement sur des faits tragiques qui surviennent, pour livrer une explication immédiate quand on n'a pas encore les éléments. M. Retailleau, hier, dans sa prise de parole, ce qu'il a mis en cause, c'était la déconstruction. Il a dit, nous vivons dans une société qui a déconstruit les traditions, l'autorité, etc. La déconstruction, d'abord, ça n'a rien à voir. C'est un courant de pensée qui vient de Heidegger, Gérard Granel, Derrida. C'est absolument pas la destruction de la tradition française et des traditions familiales, etc. Et en l'occurrence, dans ce que le procureur de la République a expliqué, il n'y avait aucune référence à Derrida et à la déconstruction. Donc on peut se demander pourquoi vous avez un ministre de l'Intérieur qui met en cause un concept qui était absolument innocent dans ce drame-là, et qui est innocent tout court. Et ça, c'est une tendance qu'il faut vraiment, je crois, sur laquelle il faut vraiment avoir un regard critique, parce qu'elle fait, je pense, du mal à la qualité du débat public. Mathieu Hoc, je ne vous ai pas encore écouté sur la description de ce drame absolu effectué par Antoine Leroy, le procureur de Nantes. Non, je réagirais en 3 points sans redire ce qui a été dit. Je pense que sur la distinction entre déjà faits de société et faits divers, là on est effectivement très clairement dans quelque chose qui relève plutôt du fait divers, dans son acceptation telle qu'elle peut être, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on est sur un profil très déséquilibré qui prend un couteau et qui effectivement va tuer que ça. Moi, quand je parlais, clarifié aussi avant, exactement, avec beaucoup de choses et des mots dans les toilettes, avec cette volonté avec de disparaître. Couteau, il en met un dans les toilettes, etc. Enfin, je pense de guerre et tout ça. Non, mais par contre, en revanche, il faut quand même ne pas faire l'économie d'un sujet qui est quand même la montée de l'insécurité dans les établissements scolaires, qui est quelque chose qui n'est pas un phénomène ancien, qui est un phénomène qui est très récent. Tous les chiffres nous l'indiquent, et c'est ce que je disais tout à l'heure en première heure d'émission, c'est qu'aujourd'hui, un chiffre qui est vraiment marquant, c'est qu'on a 900 attaques de professeurs avec une arme. Donc je vous laisse même pas imaginer le nombre d'agressions verbales et physiques des professeurs qui se font bousculer, etc., dans l'enceinte scolaire. Donc ça dit bien quelque chose aujourd'hui de notre école, qui est que l'école républicaine, qui est censée être un sanctuaire à l'abri des évolutions de la société, est en train aujourd'hui de subir les évolutions de la société, certaines d'entre elles comme étant l'ultra-violence
et l'ensauvagement de la société. Pourquoi ? Parce que, et là, on arrive au deuxième point, qui est, je pense, le plus important sur ce sujet, qui est qu'aujourd'hui, on a juste affaire à un jeune sauvage, en fait, tout simplement, à quelqu'un qui n'a pas de repères. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'éducation. Sauvage, je sais pas, mais malade, certainement. Oui, non, mais oui, et qui ça donne à des actes de sauvagerie, parce que pourquoi ? Parce que 57 coups de couteau, c'est quelque chose qui est complètement invraisemblable dans une acceptation, on va dire, républicaine et normale des rapports entre les êtres humains. Donc je pense qu'on est dans cet état-là, on est donc face à quelque chose qui ressemble plutôt à de la barbarie, et je pense que le sujet, et c'est le troisième point, sur la question de la santé mentale que je voulais mettre en avant, est un véritable sujet. Alors après, la question qui est posée aussi, c'est il y a la question des moyens, donc effectivement, le fait qu'aujourd'hui on a désarmé la filière santé mentale dans notre pays, on est passé, moi ça m'a toujours choqué, en 1970 il y avait 120 000 lits de psychiatrie, aujourd'hui on a juste 50 000, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans, mais surtout, c'est que la question de la santé mentale, c'est ensuite quelle réponse vous apportez, quel parcours de soins, parce qu'en fait, le problème de la santé mentale, c'est que vous n'avez pas un parcours de soins linéaire, à part à enfermer tout le monde sur des durées qui sont très très longues. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une réponse en termes de santé mentale. Donc c'est pour ça que cette réponse-là ne sera jamais satisfaisante et suffisante pour pouvoir endiguer ce type de phénomène. Et donc j'en reviens à un dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est la destruction de la famille. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet dans notre société, c'est la destruction de la famille, de ce que cela incarnait. Et on voit bien qu'une mère aujourd'hui, qui avec toute la bonne volonté qu'elle peut mettre aujourd'hui en avant dans le cadre de l'éducation de son enfant, est désarmée par rapport à l'éducation de son enfant, qui justement, ça donne à des pratiques qui ne relèvent pas de son éducation. Donc je pense aujourd'hui que le vrai sujet, qui est un des sujets qui est lié et intimement lié à la délinquance et à l'ultraviolence, c'est la destruction de la famille, puisque dans beaucoup de cas aujourd'hui de délinquance, on est face à des situations de famille monoparentale notamment, où c'est très compliqué pour une mère notamment de pouvoir éduquer brillamment son enfant. Et je voudrais terminer cette émission avec un chiffre. 1 jeune sur 5 serait concerné par la dépression, les troubles de l'humeur ou les gestes suicidaires. Ça, c'était en 2021. La source, c'est la Santé publique France, ce qui veut dire beaucoup. Et c'était terrible, ce récit de ce procureur avec cette maman impuissante qui a tenté d'aider son fiston et qui a commis l'irréparable. Voilà ce qu'on peut dire et ce qu'on pouvait retenir avec ces 57 coups de couteau à l'égard de cette jeune fille qui était la seule personne avec laquelle il avait un dialogue. Voilà, on va terminer sur cette note pas très positive et ce constat dramatique, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre grande fidélité. Merci à vous, mes chers amis. Merci à l'équipe qui m'a entouré. Déborah Asmadja, Céline Génaud, Maxime Lavandier, Alexis Prince, Gabriel Delacroix, qui était notre stagiaire du jour, Maureen Vida pour l'info. Merci de la programmation. Tout de suite sur Europe 1, Pascal de la Tour du Pin et sur CNews, Philippe Devilliers, Elliot Deval, Geoffroy Lejeune. Belle soirée sur nos deux antennes.